Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace édition, entrevue, les gars, ça fait un petit instant qu'on n'en a pas fait. Puis comme à chaque fois qu'on soit un invité, c'est toujours excitant, toujours fébrilité. Et là, par le passé, on a parlé avec des gens des médias. On a parlé avec des confrères, mais aujourd'hui, Pop, c'est un invité un peu plus spécial qu'on a à l'habitude. Effectivement, écoute, si je vous dis hockey féminin, PWHL, on essaie d'en parler. Écoute, on essaie d'en parler quelques fois ici dans le podcast ici, mais tu sais, on va se l'avouer nous autres mêmes, on essaie de le faire une fois de temps en temps, mais on le fait pas assez. Fait que je me suis dit, c'est une bonne occasion. Écoute, c'est le fun parce qu'on a deux general managers québécois dans cette ligue-là sur les 8 équipes. On a la chance, non seulement d'avoir l'un d'entre eux, mais aussi d'avoir quelqu'un qui travaille maintenant aux États-Unis. Quelqu'un que je connais bien, que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans mes années de journaliste de junior majeur à Val-d'Or. Mesdames et messieurs, directeur général du Sirens de New York, Pascal Daou. Comment ça va, Pascal? Je vais bien. Vous autres, messieurs? Écoute, ça va bien. Écoute, nous autres, ça va bien, mais je pense que toi, tu sais, je regarde un peu la cédule un peu. 21 novembre, ça arrive vite, hein? Tu sais, la mi-novembre va arriver vite pour le début de la saison de Siren, je pense, puis de la Ligue. Oui, écoute, on a une période hors saison qu'on appelle qui en apparence est longue, mais tu sais, j'ai revendiqué qu'on change la terminologie parce que off-season n'existe pas vraiment, surtout quand on est en train de bâtir non seulement une ligue, mais aussi notre marché, notre équipe. Ça a été très, très occupé, très occupant. Fait que le 21 novembre, pour moi, là, est encore loin par rapport à tout ce qui est à faire cet après-midi, puis ce soir, puis demain matin. Mais oui, ça arrive vite. Le 7 novembre, c'est l'arrivée des joueuses. Le 21 novembre, le puck tombe à terre pour le premier match officiel de la Ligue. Nous, on va jouer le 22. Donc, tout va vite. C'est-tu difficile de jongler ça? Puis là, en plus, c'est les Olympiques qui arrivent, donc les joueurs qui doivent partir pour différents camps par intermittence. C'est aussi quelque chose que tu dois gérer cette saison? Oui, écoute, tu sais, à chaque année, pour l'instant, là, on a eu 2 saisons. Chaque saison a eu son lot de défis et d'obstacles dans le calendrier. On a eu des pauses, des rivalry series qu'on appelle, pendant que les joueuses de l'équipe canadienne et américaine s'affrontent. Il y a aussi des joueuses européennes qui se retrouvent. Donc, c'est beaucoup de distance, beaucoup de voyagement pour eux autres pour se retrouver dans selon quel pays qui occupe ou qui accueille l'événement. Donc, à chaque année, il y a eu quelque chose. Cette année, la pause olympique arrive avec un peu plus tôt dans la saison. L'année passée, le championnat du monde arrivait en avril. Cette année, olympique en février. On doit remanier, on doit bouger avec le calendrier, mais la Ligue, évidemment, veut les meilleurs joueurs sur la glace. Donc, on fait la pause nécessaire, puis on va devoir manœuvrer, encore une fois. C'est sûr. Hey, Pascal, question que, tu sais, nous autres, on est 3 petits gars qui écrivent des textes pour le fun de ça, mais comment tu deviens DG d'une équipe de hockey? Écoute, si tu savais combien de fois je reçois de toutes sortes de profils de gens, cette question-là, les gens veulent me aider sur LinkedIn ou sur toutes sortes de plateformes. Et il y en a plein qui sont des étudiants. Maintenant, évidemment, beaucoup de gens aux États-Unis qui me posent la même question. Il n'y a pas une école de DG, tu sais. Il n'y a pas, tu passes par ce profil-là et ça t'assure de devenir un DG d'une équipe sportive. Et tu sais, c'est un privilège d'obtenir ça un jour parce qu'il y a, comme je te dis, il n'y a pas une formation qui dit avec ça, tu deviens DG d'une équipe professionnelle. Il n'y a pas assez de jobs à offrir sur la planète. On est peu nombreux à pouvoir dire « Hey, je suis DG d'une équipe professionnelle dans un sport. » Là, on parle de hockey. Mais tu sais, faisons le tour. Il n'y a pas beaucoup de ces positions-là qui permettent à des gens de gagner leur vie. Donc, comment on devient DG? Tu sais, le chemin de A à aujourd'hui, j'ose pas dire Z, parce que j'espère qu'il me reste des lettres, mais tu sais, c'est une série de rencontres de gens, puis c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes propres enfants, c'est ce que j'essaie d'expliquer
à toutes sortes de personnes qui sont en train d'étudier dans peu importe le profil qu'on étudie, peu importe le chemin qu'on veut faire. C'est des gens qu'on ne sait jamais, quand on les rencontre aujourd'hui, l'impact que cette rencontre-là, si on est à notre mieux, si on offre ce qu'on a de mieux, si on collabore de la bonne façon, si on s'exprime de la bonne façon, si on fait partie des solutions, tu ne sais jamais si dans 6 mois, dans 6 ans, dans 20 ans, une personne aura parlé de toi à quelqu'un d'autre, puis il va t'amener à une opportunité. Mais tu sais, mon chemin a passé de, ben oui, tu sais, comme tout le monde, on a grandi, on a joué, j'ai arbitré, j'ai coaché, je continue à entraîner mes athlètes, mes pros, des joueurs qui sont dans la Ligue nationale, des joueurs qui sont en Europe. Je travaille avec des agences de joueurs, j'ai travaillé dans le junior majeur. Là, maintenant, j'ai travaillé avec les Carabins, avec le hockey féminin, la mise en place du programme et tout. Ce qui fait qu'à un moment donné, toutes ces pièces de casse-tête-là, si tu regardes mon chemin, si on avait plus qu'1 heure ensemble, tu dirais, ben voyons donc, c'était tout prémédité, c'était tout placé pour que ça tombe comme ça. Je ne peux pas te dire dans quel ordre les choses doivent se faire. Je peux juste te dire que j'ai le privilège d'en être un DG professionnel qui gagne sa vie avec ça. Puis je le chéris à chaque jour. Puis, quand tu as été engagé justement avec le Sirens, je pense que tu le disais ouvertement, New York, c'était un peu ton objectif de vie, là, de travailler dans ce marché-là, de vivre un peu l'intensité du marché sportif new-yorkais. 2-3 ans plus tard, ça remplit-tu tes attentes un peu? C'est-tu aussi glamour que tu le pensais? Écoute, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire ce que ce marché-là a à offrir. C'est spectaculaire aussi le défi que ce marché-là représente parce qu'on le voit, hein, il y a énormément d'équipes sportives dans le marché, mais il n'y a pas juste des équipes sportives professionnelles, il y a toutes les avenues qui existent au niveau, le sommet du monde que tu veux atteindre, que ce soit en finance, que ce soit en théâtre, que ce soit en chanson, que ce soit en télé, tout se passe là-bas. Donc, c'est-tu glamour? On n'est pas encore l'équipe reconnue à New York, à Manhattan, en disant New York Sirens, c'est sur le top de toutes les autres, mais on doit faire notre niche. Cette année, la Ligue investit beaucoup d'argent parce qu'ils se rendent compte que c'est une grosse bête à dresser, New York. Il y aura beaucoup d'argent qui vont être investis dans l'exposure que l'équipe peut aller chercher. Ils l'ont vu avec le New York Liberties au basketball. Ça a pris un push à un moment donné au niveau du marketing, au niveau du brand pour que ça se démarque le moindrement. Et le succès a par la suite pris le dessus. Donc, on va avoir cet élan-là. Fait qu'à ta question, c'est-tu glamour? C'est sûr que quand je me promène là-bas ou quand j'ai la chance que mes enfants, ma femme viennent faire un tour, on a accès à des activités ou à des moments qui sont quand même assez privilégiés et uniques. Puis, d'aller voir une game, que ce soit les Nets, les Rangers, que ce soit les Devils, que ce soit les Islanders ou que ce soit d'aller voir un show, d'aller voir Jimmy Fallon. Soudainement, il y a des portes qui se débordent. T'sais. Quand on t'avait vu au repêchage... Vas-y. OK, je vais y aller. J'en ai une. Okay, bon. Écoute, Pascal, tu parles de ta vie à New York, puis moi j'ai une question, puis j'imagine que la réponse c'est que ça change tout le temps, mais une journée typique pour toi, ça ressemble à quoi en tant que DG d'une équipe professionnelle de la LPHF? Écoute, tu sais, normalement, là, tout notre travail est planifié, se planifie, puis on a, si tu veux, une routine. C'est-à-dire que tu sais que dans ta journée, tu vas avoir soit des meetings avec tes leaders, soit des meetings avec du staff, soit des meetings avec la Ligue, soit des meetings avec les médias, soit des rencontres avec des athlètes, avec, encore une fois, du staff. Ça peut être des meetings, ça peut être des rencontres. Mais arrive après ça, tout ce qu'on appelle les imprévus et qui t'as beau prévoir 95% de ta journée, il y a souvent 60-70% de ta journée qui se meuble d'imprévus. Fait que, tu sais, ça ressemble à quoi? Si on est en saison, ça dépend. Si on est en saison, c'est sûr que la routine, ça devient, on a-tu un entraînement cette journée-là? Est-ce qu'on est en déplacement pour aller à une game sur la route? Est-ce que moi, pendant qu'on est à une game sur la route, il y a moyen de maximiser mon déplacement et de dire, je vais aller aussi recruter une game ou deux de college qui se joue quelque part? Est-ce qu'on est à domicile? Est-ce qu'à domicile, ça implique d'aller voir des gens qui
se sont investis dans l'équipe ou des gens des opérations de la Ligue qui viennent faire un tour, qui veulent voir comment que les choses se sont installées. Fait que tout ça, dans la saison, ta journée, crois-moi, elle est bien occupée. Hors saison, ben écoute, j'aimerais ça te dire que depuis que je fais du hockey, la hors saison me permet de jouer au golf comme j'ai jamais pu jouer. Effectivement, je joue au golf comme j'ai jamais pu pas jouer parce que ça a été des longues conversations que quand les gens voient un contrat signé, ben ça se fait pas avec un coup de téléphone de 3 minutes. Puis que, OK, on s'est entendu, parfois on signe ici. C'est des heures et des heures de discussion. Parce qu'il faut que tu trouves le bon angle, il faut que tu trouves les bons mots, il faut que tu trouves la bonne approche parce que toutes ces négociations-là, tu les fais en pensant qu'il y a une suite à signer quelque chose, puis tu veux que ça soit fait de la bonne manière parce que ça peut être dur si tu n'utilises pas la bonne approche, les bons mots pour la relation après ça. Fait que ça, c'est la pré-saison. Préparer un draft, c'est d'autres discussions. Fait que, tu sais, quelle journée type que tu veux, je pourrais t'en nommer plusieurs. Là. Surtout que, logistiquement parlant, puis je pense que c'était dans le cas, notamment pour votre première saison, vous aviez 2 arénas là, à jouer à domicile. Là. Vous aviez 2, vous en aviez même 3. Là. Vous en avez un au New Jersey, vous en avez un au Connecticut. Puis le troisième, j'essaie de le trouver, mais... C'était UBS, l'aréna UBS à New York. Tu sais, il y a un défi logistique vraiment énorme qui s'ajoute justement à ton day-to-day, surtout en saison, là. Écoute, l'année 1, évidemment, tout s'est fait à vitesse grand V. On pensait qu'il ne pouvait pas avoir plus vite. Donc, on est arrivé, écoute, moi, ça s'est fait... Je pense qu'on a annoncé la saison, puis ça a sorti de nulle part, là, quasiment. Là. Le 31 août, fin juillet, j'étais à Disney avec la marmaille, j'ai reçu un coup de téléphone, puis le 31 août, j'acceptais le mandat. Le 3 septembre, il fallait que j'aille signer 3 joueuses autonomes pour partir de la franchise. Embaucher un entraîneur-chef, embaucher médical, embaucher le staff de support. Et le 15 septembre, on était dans notre 15 ou 18 septembre, on était au premier draft inaugural. Fait qu'il fallait qu'on ait scanné des joueurs sans qu'il y ait eu de ligue avant pour évaluer ce qui se passait. Puis avec le premier match au 1er janvier, là. Exact. Et c'est nous qui avons joué. Et donc, à ta question, on avait 3 arénas. On devait même bâtir nos installations dans un centre d'entraînement qu'on a fait au Connecticut à Stamford. Ça a été fait de façon rapide, intense, spectaculaire, professionnelle. Et par la suite, même pas 12 mois plus tard, on déménageait notre centre d'entraînement à West Orange, là où les Devils s'entraînaient. On récupérait le centre, mais on a tout renippé parce que le centre d'entraînement que les Devils ont eu devenait, pendant 10 ans, était devenu un endroit pour les narcotiques. Donc, toute la squad de policiers était là. Mon bureau est un ancien entrepôt à narcotiques. On a tout cleané, ça, c'est sûr. Mais tu sais, tout ça, c'est fait. Encore une fois, j'apprenais l'année passée, 26-27 août, on s'en irait à West Orange. T'es-tu in? Puis dès que je donnais le go, il me restait 2 mois pour organiser tous les travaux. Puis ça veut dire faire tomber des murs, arracher des tapis, refaire les planchers. Puis ça, c'est moi qui renais ça parce que je n'avais pas un contremaître de chantier. Là, fait que c'est mes vieilles années de mon père contracteur puis mes frères contracteurs où que je prenais mes bons vieux souvenirs d'avoir bâti ma maison puis de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec cet aménagement-là? Fait qu'on a rebâti ça, déménagé nos games de 3 arénas à Prudential. Et là, cette année, là, on s'installe. Puis là, si tu voyais ce qu'on a réussi à installer de mieux entre le mois d'avril, la fin de la saison et maintenant, tantôt, j'étais sur un call avec mon staff, puis tout le monde capote parce qu'il y a plein de choses qu'on a ajoutées dans les derniers jours là, qui se mettent enfin en place. Fait que oui, changement d'aréna, changement d'environnement, changement de fanbase parce que tu essaies de bâtir tout ça. Et tout ça en 24 mois. Là. Fait que, on rêve d'une stabilité tranquillement. Tu sais, justement, tu me diras qu'il n'y a jamais de journée off, tout ça, mais est-ce que ça respire un petit peu mieux que justement ces 24 premiers mois-là maintenant? Ça respire mieux ou différemment parce que, regarde, il y a 4 mois, on vivait l'expansion. Fait que l'expansion, on apprenait les règles quasiment en même temps que tout le monde là, parce que c'est une première vague d'expansion qui avait lieu. Puis par où on commence, puis qu'est-ce qu'on va perdre, qui qu'on va prioriser. Puis, et là, ça amène au repêchage, ça amène à des fans qui perdent des joueurs dans
dans tous les marchés. Fait que, ça a respiré, me dire, rapide et serré au mois d'avril, mai, juin, puis parce que là, on faisait face à expansion, perte des filles, rebâtir, reconstruire. Fait que, tout en bâtissant, on reconstruit présentement. Fait que on respire mieux, c'est de l'air différent, mais on respire encore avec, je te dirais, avec prudence parce que chaque geste présentement a un impact à court terme. Il faut que tu essaies toujours d'avoir une vision aussi à long terme. Fait que c'est le duel des deux. C'est-tu demain matin qu'on pense ou c'est l'année d'après? T'sais? Puis comment tu as vu un peu cette expansion-là? Parce que, tu sais, je voyais beaucoup sur les médias sociaux, tu sais, ça, c'est plus des partisans que d'autres choses, mais tu sais, du monde qui critiquait un peu le processus puis disait on donne ça trop facile à Seattle et Vancouver, que, tu sais, on leur permet de construire vraiment quasiment, on peut dire en anglais, quasiment une super team avant déjà de jouer un seul match dans la Ligue nationale. Comment vous avez vécu, vous autres, justement, l'expansion? Tu sais, j'imagine que c'est un plus pour la Ligue, mais tout ce processus-là, puis est-ce que on sent que. Est-ce que la grogne est un peu partagée par les exécutifs dans la Ligue un peu? Écoute, c'est sûr que les 6 DG à ce moment-là, c'est sûr qu'on se serrait les coudes parce que on a aussi eu une lecture puis une crainte sur le domino qui tombe ici. C'est pas juste le premier domino qui tombe, là, c'est qu'est-ce qui va arriver avec le 5e et le 8e domino. Puis c'est d'essayer de voir cette vision-là, d'anticiper. Ceci dit, on prend les meilleures décisions qu'on peut pour notre marché. Les décisions de la Ligue appartiennent à un groupe de gens qui prennent les décisions qui, pour eux, sont les meilleures décisions pour mettre en place l'expansion, mettre en place la Ligue. On est tous curieux de voir comment les pièces de casse-tête vont tomber. C'est sûr qu'on les regarde, les alignements, puis on voit très bien qu'il y a des équipes qui se sont bien équipées. Puis on va voir. Écoute, on va voir. C'est sûr que l'expansion est venue brusquer énormément, est venue brusquer au niveau de je te dirais le privilège puis le bonheur d'avoir bâti quelque chose puis soudainement de sentir que c'est devenu aussi fragile, aussi hors de notre contrôle. Mais en même temps, tu sais, ça shake, ça ébranle, ça te challenge. Mais c'est aussi une opportunité de voir comment on peut faire le mieux avec les règles qu'on doit respecter. Ça fait partie de notre réalité aujourd'hui. Il y aura des DG qui vont s'asseoir sur ces chaises-là dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui n'auront jamais à passer ce processus-là. Mais professionnellement, égoïstement, c'est quelque chose qui était challengeant, mais super quand même stimulant. Parce que, tu sais, vous perdez Corinne Schroeder puis Alex Carpenter, qui est comme deux de vos cornerstones quand vous avez lancé un peu cette franchise-là. Tu sais, je te connais un peu, puis tu sais, on a tous un côté personnel avec les joueurs. Quand tu signes, quand tu bâtis quelque chose avec eux autres, tu sais, ça devait être dur un peu de les voir partir à Seattle, notamment là, pour la prochaine saison. Oui, écoute, tu sais, comme j'avais dit à ces joueuses-là au exit meeting, puis à l'époque, il y avait une rumeur de dire on va peut-être pouvoir en protéger 5 ou 6, tu sais. Puis je leur disais, tu sais, quand tu les repêches ou quand tu les signes, techniquement, c'est parce que tu les aimes. Techniquement, c'est parce que tu les voulais, tu sais. Sinon, tu les repêches pas, tu les signes pas. Et là, on se retrouvait dans une fenêtre où on devait, c'est cruel, mais tu dois faire des choix. Puis là, à un moment donné, c'est de dire, je fais-tu un choix contre quelque chose ou pour quelque chose? Puis moi, ma philosophie, c'est toujours de prendre une décision pour quelque chose et non pas contre. Fait qu'il y a des choix qui ont été faits, il y a des noms qui ont été priorisés. Puis même quand je demandais aux joueuses, quand ils étaient au exit meeting, tu es dans mes souliers, tu peux en protéger 5. C'est qui tes 5? Si tu voyais comment ça bégayait après 3 noms, là, tu sais, fait que là, tu réalises que tu peux pas toutes les protéger. Puis là, finalement, notre nombre a été réduit à 3. Fait que ça rendait ça encore plus spectaculaire. Mais tu sais, c'est ça. Quand est venu le temps de prendre les décisions, c'est-à-dire on va revenir à la base. Ce pourquoi on doit bâtir une organisation, un marché, une entreprise, peu importe quoi. Moi, je reviens toujours à dire, ça prend ton core value, là, tes valeurs, et tu dois t'assurer que tout est aligné avec ça parce que sinon, tu vas te retrouver avec un bateau avec 3 paires de rames qui s'en vont d'un côté, 2 rames qui s'en vont de l'autre, puis 4 dans l'autre direction. Fait qu'il faut que tu sois aligné. Puis pour moi, tu reviens toujours aux valeurs d'une organisation.
Écoute, on parle de repêchage puis de grosses décisions à prendre. Ça fait 2 ans que vous avez le premier choix du repêchage. Puis avoir le premier choix, pour un partisan, c'est vraiment cool parce que dans ta tête, tu vas avoir le meilleur espoir ou le meilleur espoir dans ton cas. Mais toi, en tant que DG, comment tu as vécu ça 2 ans de suite? Est-ce que tu avais déjà ton idée de fête ou tu as toujours jusqu'à la dernière seconde, tu as toujours la petite hésitation il y a plusieurs options, il faut vraiment qu'on en choisisse une, puis ça se décide vraiment à la dernière minute. Puis si déjà dès le début, vous aviez vraiment une idée claire, puis est-ce qu'il y a eu des offres de transactions peut-être qui t'ont été faites, qui ont été dures à refuser pour ces choix-là, puis qui viennent encore compliquer encore plus ta décision à ce niveau-là? Ouais, écoute, différentes affaires. Tu sais, d'une cuvée à l'autre, d'une année à l'autre, il y a des fois des choix qui sont unanimes. Tu sais, il y a des années de Connor Bedard où ce que les gens se posent pas de questions. Tu sais. Puis il y a des années où ce que les gens se demandent encore si c'était Slafkovský. Fait que, tu sais, à un moment donné, ces analyses-là, ces lectures-là qu'on a le privilège de faire quand on a ce rang-là, parce que nous, notre ligue, c'est un rang que tu obtiens aussi par le Gold Plan. Il faut que tu l'aies gagné ton choix. Donc, ça aussi, ça a un côté positif quand tu finis par le récupérer, même si c'est pas celui que tu veux tout le temps. Mais ceci dit, l'année où on a eu le privilège de nommer Sarah Fillier, ben, ça demeure à mes yeux le choix qui était à faire. Il y avait plein de bonnes filles qui ont suivi Sarah Fillier, mais je pense pas que quelqu'un pouvait venir challenger son rang. L'année qu'on vient de faire pour repêcher Kartunkova, certaines personnes vont dire que c'était Wynn, certaines autres vont dire que c'était O'Brien, mais ultimement, demeure convaincu, encore une fois, aligné avec les analyses qu'on fait au niveau du recrutement. Ça, c'est une chose. Après ça, le fit que ces joueuses-là peuvent avoir dans un alignement, le rôle qu'on recherche à ce moment-là. Tu veux la meilleure joueuse, mais si pour une raison quelconque, il devenait y avoir un débat entre le niveau de l'une et l'autre, ben, le rôle, la position, la personnalité, qui est cette personne-là? Parce que quand tu rentres un joueur de premier plan puis que tu rentres, entre guillemets, une mauvaise personne ou une moins bonne personne qu'une autre, non seulement tu ne rentres pas ce qu'il y a de mieux, mais en plus, ça peut impacter négativement le reste de ton groupe. Tu sais, pour moi, une bonne leader, un bon leader peut non seulement être ton leader, mais peut rendre les autres 5, 10, 20, 25% meilleurs juste parce que ces gens-là te font grandir. Fait que j'ai aucun doute avec la sélection de Fillier, j'ai aucun doute avec la sélection de Kartunkova. Puis comme tu as vu des transactions, je ne suis pas celui qui a bien peur d'en faire. On en a fait un autre pour aller chercher O'Brien avec l'autre pick. Puis je me suis rajouté des joueuses dans les 4e rondes. Fait qu'on est la seule équipe qui est sortie d'un draft d'expansion, maganée comme tout le monde, mais sortie d'un draft de entry draft avec 9 joueuses, contrairement à d'autres qui en avaient 6 ou 7. Donc, pour moi, c'est ça. C'est l'aquarium dans lequel j'aime bien nager. Puis Christina, qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Elle qui sort d'une belle carrière universitaire de 5 saisons à Colgate University. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle, sur justement ce qu'elle peut apporter sur la patinoire, puis comme dans le vestiaire aussi en tant que premier choix au total du dernier repêchage? Écoute, Christina, c'est une personne, ben, si je commence par la personne, je vais te dire, des entrevues avec des athlètes, j'en ai fait au-dessus de 1000, c'est sûr, le nombre de fois que j'ai eu à rencontrer des joueurs puis de prendre des décisions. Si elle n'est pas dans le top 3, je ne sais pas qui d'autre pourrait être dans mon top 3. OK. Au point où ce que j'ai dit à Christina à un moment donné, quand on était la veille du repêchage, j'ai demandé à un moment donné, as-tu 160 ans, toi? Parce que elle avait une façon de dire les choses, elle avait une façon de partager les choses, ses valeurs, son discours, sa façon qu'elle exprime les choses. Elle a une maturité, une espèce de vieille âme qui la rend assurément unique dans cette personnalité-là. Déjà, moi, j'étais passé, il y a 2 semaines, j'étais passé quelques jours dans le marché à New York avec elle pour faire la tournée avec les médias, puis elle est allée vivre un paquet de belles activités à New York. Et tu vois déjà de la façon qu'elle s'adresse aux jeunes, aux fans, de la façon qu'elle s'adresse aux médias. Elle est d'une belle, grande maturité. Ceci dit, sur la glace, c'est une fille qui joue la game rapide, qui joue physique, qui a un très, très bon gabarit,
qui a une shot qui, d'après moi, c'est la shot qui se compare à Marie-Philippe Poulin. C'est probablement, tu sais, puis la fille, elle a ces habiletés-là de créer de l'offensive, de shooter le puck, de créer des jeux, de patiner, de finir ses mises en échec, mais en plus, elle bloque les shots. Elle se met devant les rondelles, elle va bloquer des shots, elle va payer le prix. Puis j'ai dit à quelques reprises dans des entrevues médias, je dis, elle a le courage de le faire et elle a l'éthique de le faire, puis la seule shot qu'elle n'aurait pas le courage de bloquer, c'est la sienne. Fait que, tu sais, ça te dit sur ce qu'elle est, puis ça te dit sur ce qu'elle a comme outil. Fait que, tu sais, ça va être une joueuse qui, assurément, va très, très bien s'adapter à la P-Dub. On a vu plein de filles qui ont eu des défis dans la P-Dub parce que la ligue va vite, c'est physique, c'est mature. Puis c'est pour la première fois pour ces filles-là d'arriver à 22, 23, 24 ans et de jouer contre des filles qui en ont 30, 31, 32, qui ont joué aux Olympiques, qui ont joué sur la scène internationale. Soudainement, tu as beau avoir dominé ton hockey mineur ou ton hockey collégial, quand tu affrontes Poulin sur un face-off, c'est pas le même niveau. Quand tu affrontes Carpenter et Larry Knight, quand tu shootes des pucks contre les 6 meilleures gardiennes au monde à chaque soir, tu n'as plus de walk in the park avec des 8-1 dans le college jusqu'à tu as ramassé 3 goals. T'sais. Fait que, mais Colton Kova, pour revenir à ta question, elle a un profil qui va se marier très, très bien à la Ligue pour plusieurs années. Justement, le fait que ce soit des joueuses qui sont passées par les rangs américains, qui arrivent justement à un âge un peu plus mature, est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose que, justement, tu vois, c'est des gens qui arrivent plus à maturité, autant dans leur hockey que dans leur personnalité? Assurément. Écoute, puis il y a de quoi de spectaculaire hein, quand ces joueuses-là arrivent non seulement avec une maturité athlétique à un âge différent, mais ils arrivent aussi avec une maturité puis un succès académique. Ils arrivent avec, leur diplôme de grandes universités. Tu jases avec eux autres, tu jases avec du monde, on dirait que, comme je te disais tantôt pour Colton Kova qui a 160 ans, tu jases avec des jeunes femmes qui, tu te dis, mon Dieu, ils ont vécu du bagage. Tu sais, déjà, un athlète vit un bagage particulier. Il y a plein d'entreprises qui recherchent des athlètes parce qu'ils apportent du leadership, ils apportent de la capacité à persévérer, la capacité à faire face à de l'adversité, à travailler en équipe, tout ça. Non seulement ils ont ça, mais ils arrivent avec une intelligence académique, une intelligence sociale. Tu sais, fait que oui, c'est vraiment agréable de pouvoir avoir ces conversations-là avec eux autres, puis de bâtir avec ce niveau d'individu-là. Puis, tu sais, on sait justement que du côté masculin, il y a souvent des joueurs qui vont aimer se comparer à d'autres joueurs. Du côté féminin, est-ce qu'on a aussi nos modèles? Est-ce qu'on a nos Sidney Crosby qui inspirent justement ces nouvelles cohortes de joueuses? Oui, ben écoute, tu sais, puis ça va se voir de plus en plus parce que la Ligue est toute jeune. Mais en même temps, ce talent-là existait avant que la Ligue apparaisse. Il y a eu toutes sortes de ligues qui ont tenté le coup, mais que ça durait malheureusement pas. Là, on le voit par l'envergure de la Ligue, par tous les attachements avec le broadcast, avec les médias, avec les compagnies de brand, puis tout ça, c'est là pour rester. Ceci dit, ça fait en sorte que maintenant, les joueuses, les modèles qu'elles ont eus, ben là, ils ont le privilège de jouer avec elles ou de jouer contre elles. Puis, si tu voyais le fanbase dans les différents marchés, les jeunes filles ont maintenant le droit de pas juste imaginer que ça pourrait exister, ils ont le droit maintenant de rêver puis de voir concrètement que ça leur est accessible. Puis, la Ligue, la façon qu'on collabore aussi avec le fanbase, c'est que les fans ont accès aux joueuses, ils ont accès au staff, ils ont accès à nous rencontrer, à rencontrer les joueuses, à avoir des séances d'autographes, à avoir des activités dans lesquelles on participe parce que ça fait partie du mandat de la Ligue aussi de s'implanter dans la culture, mais ça fait aussi partie des bénéfices pour les joueuses de sentir qu'à ta minute, tu vois-tu, là, la popularité, c'est pas nécessairement juste d'embarquer dans ton char, caché dans le garage puis de t'en aller. C'est de côtoyer ces jeunes personnes-là qui maintenant tombent comme idoles. Là. Fait que les chandails qu'on vend maintenant dans les boutiques, ils viennent avec le nom des joueuses. Puis, tu sais, là, tu vois des Barbie qui sont en train de se vendre au logo de la P-Dub. Ben,
Les cartes de hockey Upper Deck qui se vendent, tu n'as même pas le temps d'en commander un paquet, que la boîte c'est discontinué. Tu sais. Fait que des idoles, il y en aura de plus en plus, ça c'est sûr. Puis je pense que toi, personnellement, tu adhères dans ce mindset-là d'être présent, de faire sortir la présence de la Ligue puis la team. Tu sais, t'es souvent open book dans les médias, puis je te vois surtout faire beaucoup d'entrevues médiatiques, justement, que ce soit entre les matchs, entre les périodes et tout ça. C'est-tu quelque chose aussi en toi que tu souhaitais faire aussi de mettre un peu du tien pour justement faire progresser cette Ligue-là au niveau médiatique? Écoute, tu sais, je leur ai dit, moi puis PO, on se connaît quand même de longue date. J'ai jamais été à utiliser une cassette là ou à essayer de. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses des fois qu'on fait comme garde, je peux pas aller là. Il y a des choses que des fois c'est simplement de dire, garde, ça vaut même pas la peine que tu ailles là parce qu'ultimement ça va se savoir un jour. Puis la personne qui veut parler d'une affaire qui est complètement erronée va perdre sa crédibilité parce que tu as lancé une fausse piste. Tu sais. Moi, personnellement, j'ai toujours compris que les médias avaient un travail à faire. J'ai jamais été, je pense que tu le sais, j'ai jamais ramé pour me cacher dans aucune situation. Puis là-bas, ben, c'est sûr que la première fois que je suis arrivé, je pense que c'était à UBS. Puis là, ma responsable de PR vient me chercher, puis elle dit, Pascal, elle dit, il y a des médias en haut que ils veulent avoir tes impressions avant le lancement de la saison, puis tout ça, je vois parfait. Je monte en haut, puis soudainement, j'ai comme 32 micros qui m'arrivent comme ça. On me dit, viens t'installer ici, là, je m'installe. Puis là, ça commence à arriver. Puis là, à un moment donné, j'ai à peu près 32 micros d'enregistreuses qui arrivent. Je fais comme... Les caméras, les lumières, les photographes. Ouais. Fait que là, tu fais comme, OK, rien contre PO, mais là, on vient de c'est pas même game, mettons, là. Mais tu sais, à date, tu sais, je vais toucher du bois en disant ça, mais à date, c'est toujours le feedback que j'ai reçu, même en anglais, où on me dit qu'ils aiment bien gros les images que j'apporte ou tu sais, j'aime l'image ou la façon que tu l'amènes. Fait que je pense que j'ai réussi à garder à date vraiment la transparence ou qui je suis ou comment j'aime gérer les choses ou partager les choses. Puis, fait que moi, chaque fois que je peux aider la ligue, le sport, puis par le fait même le marché dans lequel on est, je vais toujours le faire. Puis écoute, tu es rendu dans la LPHF maintenant, avant tu étais dans la LHJMQ. C'est quoi, mettons, les principales différences? Tu parles de la maturité des joueurs, puis la quantité de médias aussi. Je veux dire qu'il y en a probablement plus, tu vas me dire c'est une autre game, là, mais les différences principales entre ce que tu fais dans la LHJMQ et ce que tu fais aujourd'hui, ça ressemble à quoi concrètement? Ben, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Là. On essaie de gérer de la performance, on essaie de bâtir un groupe, une équipe, on essaie de rassembler les meilleures pièces sur l'Atlas, les meilleures pièces autour d'Atlas pour travailler avec eux autres. C'est sûr que quand tu as, mettons, un marché à gérer, quand tu as ton équipe à gérer, ben là, on grossit le mandat, on grossit le morceau de gâteau. C'est des décisions aussi qui nous appartiennent. T'sais, on n'est pas, mettons, dans le junior majeur, il y a beaucoup d'équipes qui se retrouvent avec un groupe de propriétaires. Il y en a qui sont un propriétaire plus unique. Donc, souvent, tu as ces comptes-là à rendre. Puis, quelle décision qui va se prendre par la suite? Ben là, ça va dépendre des marchés, quel contrôle que tu as, quel contrôle que tu n'as pas. Mais dans notre ligue, c'est sûr que ça, c'est différent. Tu ne gères pas des étudiants athlètes, tu gères des athlètes professionnels. Tu gères une convention où ce que là, maintenant, les joueuses viennent avec aussi une convention, avec des règles que tu dois respecter en termes de durée, de temps d'occupation par jour, que tu peux les avoir dans le marché. Tu gères du staff d'un calibre impressionnant parce que quand tu embauches des coachs qui ont coaché pendant des années, des niveaux college, ces choses-là, ben, il n'y a aucun comparable en termes de valeur salariale que ces gens-là ont grandi à obtenir quand ils étaient college puis qui arrivent dans notre ligue versus ce qui est offert, mettons, dans la CHL. Le nombre de staff médical, le nombre de staff aux equipment managers, le team service manager, tu sais, c'est professionnel. Appelons ça comme c'est professionnel. Ça veut dire que tu sais, ton service traiteur, puis tes déplacements, tes vols, fait que c'est là que ça change beaucoup parce que tu as accès à ça,
mais les attentes sont là aussi. Les attentes de la part des athlètes sont élevées. Les attentes de la part de la Ligue, des partenaires sont élevées. Fait que tu peux pas juste genre faire ça à peu près, puis approximatif, puis ça aurait été le repas que ça aurait été. Il y a des diététiciennes qui travaillent, puis qui sont tac, tac, tac. T'sais, fait que tout ce staff-là, le nombre d'entrevues que je passe avec du staff à chaque année depuis maintenant 3e année qu'on commence, c'est spectaculaire, là, mais tu rencontres les meilleurs dans chacun de leurs domaines. Puis je pense que la plus grosse différence, pour moi en tant que tel, entre, mettons, la CHL puis justement la Ligue professionnelle féminine, c'est que les filles en tant que telles, ils ont déjà eu un détachement. C'est pas... Tu ne côtoies pas des kids de 15-16 ans qui ont vécu chez papa-maman toute leur vie puis qui doivent faire 6 heures de route pour aller en Abitibi jouer au hockey. Là. Pour moi, je pense que c'est ça la plus grosse différence en la gestion justement des joueuses puis des joueurs en tant que tels. Oui, ben t'as pas tort. Il y a ce détachement-là qui est différent, mais je vais te dire aussi qu'à l'inverse, il y a aussi ce côté professionnel-là qu'on voit chez les hommes dans la Ligue nationale. Il y a des gars qui vont préférer signer à un endroit X parce qu'ils ne veulent pas se détacher, parce que leur femme a la femme elle a son réseau d'amis, elle a X ou Y raison, ou le joueur ne veut pas quitter le marché parce que c'est chez eux ou parce que peu importe la raison. Fait que quand tu arrives avec les femmes au niveau professionnel, ça fait aussi partie du défi. Est-ce que cette personne-là a un partenaire de vie pour dire c'est ici qu'on veut vivre, c'est ici qu'on avec nos enfants? Fait que tu as ce côté-là où il serait normalement apte à dire on va bouger. Mais c'est nouveau en même temps pour eux autres de dire que cette ligue professionnelle-là, maintenant, peut les amener en un claquement de doigts d'être échangés de Boston à Seattle. Ça change ta vie, ça change ton quotidien. Puis les joueuses sont très bien traitées, mais c'est pas 8 millions que tu t'en vas là-bas. Tu sais, c'est une réalité avec les enjeux de salarial que tu as, ta réalité de j'ai-tu une maison, j'ai-tu pas une maison. C'est pas genre, je laisse tomber un condo à X millions pour aller me signer un autre condo à X millions. Puis, fait, c'est d'autres défis qui viennent les challenger parce que oui, ils sont plus habitués qu'un jeune. Puis, je pense que les jeunes, c'est souvent les parents que c'est plus tough. Tu sais, je me mets dans la peau des parents, j'en ai 3 enfants. Là, puis, ben, matin, mon gars qui en a 17 m'annoncerait qu'il s'en va jouer pour telle équipe à l'autre bout du monde. Je ne peux pas dire que je suis en train de célébrer, là. Même si on va sauver dans le frigo, je ne peux pas dire qu'on est en train de célébrer. Non, puis là, du côté de la LHJMQ, bon, tu as vécu justement la bulle de 2021. Comment tu as vécu ça, tout ce processus de la pandémie où on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer? Presque, on vivait sur du temps qui nous était alloué, un peu comme une série télévisée. Comment tu as vécu ça au jour le jour jusqu'à ce que ce soit la bulle? Écoute, on dirait que tu m'amènes dans une autre vie. On dirait que j'ose même pas te dire si je vais me rappeler assez bien de tout pour vraiment bien le dire, mais c'est clair que, mettons, soyons transparents, on a eu le privilège de jouer. Chose que sur la planète, ça n'existait pas. Fait que Gilles Courteau et son équipe, ils ont fait des miracles, puis le monde hockey, la société qui était pas au compte, je le conçois, là, mais le monde hockey, il n'y a personne qui ne peut pas dire « Wow, il y a des miracles qui ont été faits parce qu'on était tout seul sur la planète à jouer. » Juste à côté de vous autres, l'Ontario n'a même pas joué une game cette année-là en plus. Là. Voilà, fait que ça a été spectaculaire. Ceci dit, écoute, ça peut pas tomber pire dans ce qui était en train de se mettre en place pour nous autres parce qu'on avait une équipe de rêve, une équipe qui, humblement, je pense que on aurait dû et on aurait mérité un meilleur résultat, mais je pense que cette équipe-là aurait connu un meilleur résultat si on avait eu des fans dans les estrades. Parce qu'on avait des joueurs là-dedans qui carbureraient, qui auraient carburé et qui carburent et qui carburaient à jouer sous le regard, sous la pression, sous les applaudissements, sous la foule, l'énergie de la foule. Fait qu'on ne le saura jamais, c'est mon humble avis, là, mais c'est ça. Ça a été spectaculaire de bâtir cette édition-là et qu'à un moment donné, la décision devait se prendre pour dire on y va-tu ou on y va pas parce qu'on fait quoi? On y va, puis
pas de regret, si ce n'est que le résultat, mais pas de regret au sens où il fallait y aller parce que tout arrivait, les pièces arrivaient là, puis qui pouvait penser qu'on aurait une pandémie? Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, c'est des émotions mixtes parce que tu dis, pas de regret, il fallait y aller. Privilège d'avoir joué, mais c'est clair que, tu sais, je garde pas un souvenir en disant, oh mon Dieu, que c'était une belle période de ma vie. Puis surtout que je me souviens que, tu sais, ça marchait avec les bulles, puis tout ça, on accueillait 3-4 équipes dans des bulles comme ça. Puis moi, je me souviens, Val-d'Or était supposé accueillir une bulle au premier tour des séries, mais il y avait une éclosion de COVID-19 dans le coin. Si je ne me trompe pas, c'est dans le coin de Témiscamingue, ça avait fait gonfler les cas de COVID, puis la santé publique avait intervenu, puis finalement, on vous avait interdit de jouer cette bulle-là. Fait que même durant tout le parcours en série, vous n'avez même pas joué sur votre propre glace durant tout le parcours éliminatoire, là. Partisan ou non, là. Jusqu'à il y a 2 minutes, j'avais du fun avec votre émission. Là, vous me faites mal. Mais non seulement de jouer devant les partisans, ça aurait été un défi pour les organisations, pour toute organisation qui serait venue, mais juste de faire cette route-là, puis de repartir avec ce que j'appelle ton petit bonheur quand tu pars après une game à Val-d'Or où on aurait pu jouer à notre plein potentiel, puis leur rappeler qu'on est maître chez nous. Ça aussi, ça aurait eu un impact à la fois statistique, à la fois physique, puis à la fois mental, mais on ne le saura jamais. Mais oui, à ta question ou à ton point de dire, calvaire, on n'a même pas pu le faire dans notre marché, alors qu'on avait probablement tout en place pour remplir l'aréna sold out, n'importe quel game des playoffs, jusque pour 4 rondes de playoffs. Là, finalement, sur la LHJMQ, t'en es-tu de la route 117? Écoute, c'est drôle, hein? J'ai un ami qui, son jeune, il joue pour les Selects du Nord, il a fait la route vers Amos, puis il me dit, je peux pas croire, man, que tu faisais ça sur une base aussi régulière, tout ça, tu sais. Mais tu sais. La première fois, on l'oublie jamais. La première fois qu'on traverse cette route-là, on l'oublie jamais. Mio, tu peux parler en connaissance de cause. Ouais, écoute, tu sais, puis je l'ai roulé à toutes les heures. Je l'ai roulé de nuit, je l'ai roulé de jour, de l'après-midi. Chaque heure de la journée, cette route-là apporte son aventure. Neige, pas neige, gadou, pas gadou, un flat, pas de flat, tu sais, nomme-les, je les ai toutes eues. Mais ça fait partie de l'expérience. Quand tantôt tu dis comment qu'on devient DG, ben, tu sais, cette route-là, bien avant que je sois DG des Foreurs, il y a plein de jeunes de l'Abitibi, des Jay Lauzon, puis des Nick Roy, puis un paquet d'autres qui ont les Philippe Cornet, Sean Morton-Boutin. Ça a fait cette route-là de Val-d'Or vers Montréal pour s'entraîner avec moi pendant des années, pour qu'après ça, ce soit moi qui fasse la route à chaque été pendant 20 ans pour aller entraîner les gars. Puis à travers ce chemin-là, ça a donné des rencontres qui ont mené à faire ce travail-là à Val-d'Or en faisant les carabins. Fait que tu sais, cette route-là, aussi longue qu'elle soit, ou différente qu'elle soit, parce que, tu sais, New York est plus longue, mais je la prends en avion, souvent, là. Mais quand je la fais en auto, tu sais, c'est le même genre de route. Il y a des arbres, il y a de l'asphalte, puis à un moment donné, tu arrives à destination. C'est juste que la ville est un petit peu plus grosse quand tu arrives à New York. As-tu déjà eu le plaisir d'avoir la 117 barrée sur 200 km, donc devoir rebrouiller le chemin en Ontario? Écoute, il y a eu une fois où le chemin s'est écroulé, s'est effondré, il avait fermé une voie. J'essaie de me rappeler quelle année, là, mais il y a eu la moitié du chemin qu'il y a eu un éboulement, puis bref, ça a lâché. Fait qu'il fallait faire soit par l'Ontario et ou le Saguenay, ou à peu près, là, tu sais, je te dis ça grossier, là, fallait vraiment zigzaguer, puis bref, ouais, il y en a eu toutes les sortes. Écoute, moi j'ai 2 dernières questions. Vas-y, je vais juste poser à Mio. Combien de temps que tu avais fait quand tu as eu ta run d'autobus pour aller voir ta blonde à Rouen? Écoute, ma blonde je devais partir à 7h à Rouen. On a fait l'heure et des poussières jusqu'à Val-d'Or, où on s'est rendu compte qu'il y avait comme un déversement de pétrole puis ça a été barré sur 200 km. On a dû retourner à Rouen, contourner par l'Ontario, puis on a remonté par...
J'oublie par où en Ontario, mais bref, pas par Grand Héron ou quelque chose comme ça. Puis là, on a remonté après ça jusqu'à Mont-Laurier pour reprendre la 107. C'était cauchemardesque. Je suis revenu, c'est un 7 heures, mais je suis revenu à 23 heures, j'étais rendu à Saint-Jérôme. Wow. Ah, t'es-tu encore avec ta blonde? Ouais, on est encore ensemble et Okay. elle a survécu son été à la fonderie. Félicitations. Félix, écoute, Pascal, j'ai deux dernières questions pour toi. Dans le fond, tu as fait du junior, puis tu as rendu dans la LPHF. Est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse en particulier que tu te souviens d'avoir vu puis d'avoir fait « Wow, c'est vraiment un talent qui t'a marqué » ou un talent ou même une personnalité? On parlait de Christina tantôt, mais est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse vraiment qui t'a marqué pendant ton parcours professionnel depuis que tu es dans ce milieu-là? Tu parles, mettons, de joueurs qui étaient sous mon équipe? Oui, c'est ça, ouais. oui. C'est une bonne question. Écoute, je voudrais tellement pas oublier qui que ce soit, mais je vais te dire, je vais toujours avoir, c'est sûr que, mettons, il y a des gars comme un Jacob Pelletier, là, ça a été fantastique d'avoir ce gars-là avec nous autres, mais ça a été une courte période de temps. Un joueur que tu choisis puis que tu vois grandir puis qui malheureusement s'avère être ma dernière transaction parce qu'on était dans ces décisions-là puis malgré le fait qu'il fallait prendre ces décisions-là, pas longtemps après, la décision, c'était moi qui se tassais, mais pour moi, Justin Robida, c'est un gars qui il est Teflon. Il est Teflon dans le sens que il n'y a rien qui va, puis probablement que ça l'impact puis ça l'affecte intérieur, puis Stéphane, son père, il est aussi spectaculaire dans ce sens-là, c'est un leader, on le voit derrière le banc le Canadien, mais les conversations que j'ai avec lui chaque fois, c'est du leadership, de l'humilité, de viser l'excellence sans pour autant vouloir poignarder quelqu'un pour atteindre son excellence, se réjouir que d'autres puissent avoir du succès, tout faire pour que d'autres aient du succès. Justin, pour moi, c'est une personne et c'est un athlète de cette envergure-là. Quand je te dis choisis et grandir avec lui, c'en est un qui, pour moi, ça va demeurer dans peu importe ce qu'il fera de sa vie, ça va demeurer une personne que tu ne peux qu'avoir du bien à dire sur cette personne-là. Puis tu as la chance aussi d'entraîner des gars de la Ligue nationale, comme tu disais tantôt. Le fais-tu encore, malgré le fait que tu es rendu à New York? Tu le fais-tu encore? Oui, je suis revenu. L'été, j'avais encore plusieurs des gars qui revenaient sur la glace. Écoute, l'été passé, j'avais dit à ma petite gang à la maison, je vais en faire moins, puis je vais en faire moins. L'été passé, ça a été mon été le plus spectaculaire et pourtant, j'ai été dans aucun aréna, j'avais pas le temps. J'étais dans les arénas pour le travail, mais j'étais pas dans un aréna pour, des fois, aller voir mes gars, mes athlètes, les supporter. J'avais dit que j'en ferais moins, puis ça a été spectaculaire. Cet été, à cause de l'expansion, j'ai comme barré en juin, je pense que j'ai donné peut-être une quinzaine de séances d'attitude, ce qui est quand même beaucoup, entre guillemets, là, mais ce qui est rien par rapport à certains étés. Je me suis concentré surtout sur juillet. Fait que j'y vais une année à la fois pour l'instant, mais écoute, j'ai jamais mis de site web, j'ai jamais fait de publicité, rien. Ça a tout le temps été de bouche à oreille, puis les boys ramènent des coéquipiers, puis d'un événement à l'autre, l'Atlas est toujours occupé. Parce que tu sais, tu as des gars comme Nicolas Roy, Jérémy Lauzon. Je pense aussi que tu entraînes Alexis Lafrenière aussi des fois durant l'été. Ouais, Laf, j'ai eu Josh Roy, j'ai eu Joe Veleno. Là, écoute, c'est fou, à chaque fois qu'on me demande de nommer des noms, là, des fois mon cerveau, parce que tu sais, pour plusieurs, mon gars rirait de moi encore, parce que pour plusieurs personnes, quand tu nommes des noms, tu sais, hey, c'est hot. Puis pour moi, c'est je travaille avec eux autres. C'est des collègues de travail. Oui, c'est ça. Fait que je suis même pas en train de dire, hey, j'ai ce gars-là, ça a de glace. C'est comme, je suis avec lui, puis on travaille ensemble. Puis c'est les agents, très souvent, qui m'en envoient, puis tout le futur du junior majeur.
l'Italien qui était à Halifax, on a travaillé ensemble pendant tout l'été. Puis, David Savard qui vient de prendre sa retraite, quand il a pris sa retraite, on se textait son agent, puis moi, on était comme, on dirait que c'est hier qu'on commence à travailler ensemble, puis, fait que, à différents moments, différents joueurs, puis Val-d'Or, c'est le premier été que Philippe Cornet, on ne s'est pas vu, parce que je suis pas allé à Val-d'Or cette année. Puis Phil Cornet, depuis qu'il a 14 ans, 15 ans qu'on est sur la glace ensemble, puis là, il est rendu à 108 ans, Phil, puis il continue à jouer, puis fait qu'on se textait l'autre jour en disant, Caroline, ça a fait bizarre de ne pas te voir pendant tout cet été, j'avais pas le temps du tout d'aller à Val-d'Or, fait que ouais, je m'amuse encore avec ça, puis c'est probablement l'équilibre que je trouve tellement un privilège de dire, je fais ma job de management, je travaille avec mes coachs à New York, mais après ça, j'ai le bonheur aussi d'aller aider des athlètes, des individus dans leur développement. De ces joueurs que tu as coachés, puis ça peut être justement tout récemment ou même quand tu as commencé à faire ça, t'en as-tu, justement, je vais te redemander un nom, t'en as-tu qui sortent un peu du lot comme étant des petits fatigants qui t'en demandaient toujours un petit peu plus que le restant des gars, qui avaient une fin un peu différente des autres? Là? Écoute, là, j'en ai un, mettons, qui a un profil, un potentiel quand même impressionnant, puis que j'ai depuis plusieurs années, Maverick Lamoureux. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Bon, Mav, je veux dire, il a pété 2 pucks cet été en shootant le puck. Là, bon, des fois, la rondelle, elle a une petite fête dedans, là, mais il les a pétés pareil. Mais ce gars-là, tu vois dans ses yeux, il y a quelque chose de particulier. Quand tu lui donnes quelque chose à exécuter, il va t'en donner, puis encore plus. Pour moi, un gars comme, mettons, si je vois des vieux là, qui ne jouent plus, mais Pascal Dupuis, ce gars-là, t'embarques sur la glace, puis dans ses yeux, Mathieu Darche, qui est rendu DG avec les Islanders, dans ses yeux, ce gars-là, tu voyais que, je vous dis, là, des joueurs de la Ligue nationale, des gars qui jouent là ou des gars qui sont proches, l'écart n'est pas gargantuesque, mais l'écart est quand même important au sens où ça passe dans les détails. Puis moi, souvent, je le vois dans les yeux quand je leur parle ou quand que je leur propose quelque chose. Il y a tout le temps 2 planètes entre finalement, le gars, il a pas assez proche, puis tu as le gars qui, lui, c'est un métronome, puis c'est la constance d'un pro. J'ai déjà vu Pavel Datsyuk de proche travailler. C'est spectaculaire comment ce gars-là travaillait. Tu regardes Denis Zubrus, encore là, je suis dans les vieux de la vieille, puis anecdote de ma première séance à vie avec des gars de la Ligue nationale, mais je la raconte souvent avec un petit sourire en coin, mais j'avais Patrice Brisebois, puis Zubrus, toute cette gang-là qui était sur la glace. Puis je leur explique un drill où on va travailler, entre autres, la vitesse que ça va se passer au niveau de leurs mains et de leurs décisions. Puis je leur dis, allez pas plus vite que 25-30% de vos pieds. Vous allez voir, ça va aller trop vite. Et c'est mon premier contact avec Patrice Brisebois, qui est avec le Canadien à ce temps-là, Pascal Dupuis, tout ça. Puis je vois dans leur regard qu'ils sont comme, ouais, c'est ça. Et ils partent le drill, mais trop vite. Là. Et écoute, c'est n'importe quoi, c'est tout croche. Fait que les chums qui sont dans le coin sont morts de rire. Ils se replacent en disant, hey, on leur part. Et à la 3e fois, tellement fâché, Brisebois pogne son hockey, puis il garoche en hélicoptère dans l'eau du filet, en haut du net. Puis là, je m'étais dit, dans moi, je suis en train de mourir. J'ai fait comme, bon, ben, ça aurait été ma raide avec eux autres, parce qu'ils vont dire décor. Puis, et finalement, après la séance, ben, Brisebois, moi, je m'en allais donner une séance à un autre aréna. Puis Brisebois est arrivé en protège-lames, au bout du couloir, sur le bord du parking. Pascal, on peut-tu faire ça 3 fois par semaine? Fait que, tu sais, tu as ces gars-là que tu penses qui étaient en beau maudit, mais finalement, le gars, il venait, hey, je veux devenir meilleur, je veux en faire plus. Fait que quand tu me dis qui m'a marqué, c'est ces gars-là. C'est des vrais pros que tu dis, shit, m'a t'en donné une coche de plus. Fait que là, tu regardes chez vous, quand je dis chez vous, si on parle dans le Nord, là, tu sais, Jay Lauzon et Nicolas Roy ne sont pas qui ils sont aujourd'hui par hasard. Là. Depuis, je pense, Jay, on a commencé, il y avait 10 ou 11 ans sur la glace. Fait que, ils ont des yeux particuliers, ils ont une écoute particulière, c'est des éponges, c'est des gars qui recherchent à être à leur meilleur à chaque fois. Là, tu sais. On parle des fois que la ligne est mince entre justement être pro puis proche d'être pro, puis je pense que ça allait bien. Est-ce qu'on peut voir aussi du côté de
de la Ligue, là, de la PWHL, puis de voir à quel point c'est dur de gagner parce que je regardais ça vite de même. Vous n'avez pas fait les séries les 2 premières années, mais je regardais ça l'année passée. Vous manquez les séries par 7 points. Je regardais Ottawa, vous avez exactement le même différentiel de but. Puis on se rappelle qu'une victoire à la régulière, c'est 3 points. 2 victoires de plus à la régulière, de plus, vous finissez 3e au lieu de finir hors des playoffs. Là. Je pense que c'est un excellent comparatif de la parité de cette ligue-là après 2 ans. Là. Écoute, c'est spectaculaire. Puis, au-delà de, mettons, ces chiffres-là, là, on en a tous parlé, même la Ligue le voit, là, dans le sens que, on dit 2 victoires de plus. C'est même pas 2 de plus, c'est 1 de plus contre eux autres, 3 de moins, 3 de plus, puis soudainement, tu flippes 6 points. C'est des, on dit, nous autres, dans nos ligues de hockey au Québec ou dans le national, c'est un match de 4 points. Nous autres, c'est des matchs de 6 points. Puis l'idée, c'est, au-delà de ça, il y a des statistiques qui, tôt ou tard, finissent par toujours se stabiliser. Puis c'est pas des... il y a des comptables qui veulent te faire parler le chiffre de la bonne manière pour que ça paraisse bien, mais les chiffres de sport, comme le hockey, tout ce qui a rapport avec les scoring chance against, puis for, puis le puck luck qui est fait par le Sports Logic, puis ces choses-là, c'est pas des blagues. Là. C'est pour ça que la Ligue était comme stoïque à la fin de l'année, parce que on a eu un stretch de 9 games où on n'a pas été capable de gagner une maudite game. Pendant ce stretch-là, notre meilleur joueur, Carpenter, fracture de la mâchoire, rondelle avec une cage. Rondelle qui s'est faufilée en dessous, out, on la perd pendant 6 games. Pendant ce stretch-là, il y a 3 situations d'appel de but qui auraient pu complètement dû être flippées, dont un goal qu'on compte avec notre cage, une shot qui pogne la cage, qui rentre dans le net, mais qui est jugé comme un high stick et qui est découvert plus tard que ce n'était pas un high stick. Il y a plein de choses comme ça, mais au-delà de ça, scoring chance pour un contre, on est à chaque fois dans les top 2 ou top 3. Absolument, quand tu as un ou l'autre, dans la Ligue nationale, tu fais des playoffs. 12 des 16 équipes, l'année passée, ont fait des séries en étant dans le top, dans la première moitié de la Ligue, dans un ou l'autre. Nous, on l'est dans les 2, puis on est ici. On a eu le meilleur, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, là, mais pas vous autres, mais on a eu la meilleure fiche contre l'équipe qui a fini première contre Montréal. C'est nous, à travers les 5 autres équipes, qui avons la meilleure fiche contre Montréal, qui a fini premier. On est en bas. On a battu Minnesota le plus que toutes les autres équipes qui ont gagné la Ligue, qui ont gagné la Coupe. On est en bas. Partout, les chiffres nous positionnent qu'on aurait dû finir 2 ou 3, toutes les stats confondues, mais c'est une saison de 30 games. Ces stats-là, sur une saison de 80 games, comme dans la nationale, tu ne te poses même pas de questions. On n'a pas réussi à rattraper le stretch de 9 quand on a perdu notre meilleure joueuse, plus notre défenseuse numéro 1 en même temps. Dans une ligue de 30, dans une saison de 30 games, dans une ligue à 6 équipes, on n'avait pas le temps de perdre ça. Fait que oui, c'est parité totale. Puis, je fais un petit parallèle à la NFL qui, eux autres, jouent 17 matchs. Tu sais, une séquence de 3-4 défaites de suite, le trou est immense. Oui, absolument. Absolument. Puis, tu sais, là, cette année, ça ne sera pas plus facile parce que l'expansion fait que, OK, il y a 2 équipes qu'on se dit, mon Dieu, le line-up, il part différemment. Chez nous, on part avec un line-up de qualité, de talent, de vitesse, mais de jeunesse. Fait qu'il faut voir, est-ce que la jeunesse, des fois, va nous coûter cher ou, hey, la jeunesse, 30 games, ça peut faire la job. Puis après ça, ben comme tu dis, il ne faut pas que tu tombes en léthargie trop longtemps. C'est pas juste never too high, never too low. C'est pas juste genre qu'est-ce qui s'est passé à la game d'hier, c'est qu'est-ce qui s'en vient à la prochaine parce que tu n'as pas le temps de t'acharner sur tes malheurs. Faut que tu tournes la page, puis tu n'as pas le temps d'être blessé parce que quand on est en break, c'est 3 semaines de Jeux olympiques. Les meilleurs sont où? Aux Olympiques. Fait que quand ils reviennent dans quel état? T'sais, fait que chaque équipe va être à risque de voir une bonne ou une mauvaise surprise. Puis il n'y a pas plus de playoff spots. Puis cette année, vous êtes à 8 équipes, mais il y a encore 4 équipes pour un playoff. Ouais, ben écoute, ça n'a pas encore été béton confirmé et écrit. Okay. C'est sûr qu'on est tous à souhaiter. Y a-tu moyen d'en rajouter? C'est-tu une 5e? C'est-tu une 5e, 6e? La fenêtre de temps demeure quand même serrée parce que entre le moment où on finit notre saison puis la durée des playoffs, ça demeure un défi. Mais c'est encore en discussion. Écoute, puis moi, je finis avec une dernière question pour les fans du Canadien qui nous écoutent. Tu l'as jamais coaché ou tu n'as jamais été son DG, mais
depuis le début de la saison, Zachary Bolduc, c'est un gars qui vole la vedette. Puis en tant que tu étais dans la LGMQ en même temps que ce gars-là, quand tu le vois connaître du succès à Montréal comme ça, même avec Saint-Louis l'an passé, est-ce que tu es surpris ou quand tu le voyais, tu savais que c'est un gars qui allait connaître une belle carrière dans la LNH? Non, tu sais, écoute, Zach Bolduc, à l'époque de son année de repêchage, c'est l'année où on a pris Justin Robida. Puis Zach Bolduc, évidemment, tu sais, il y avait aussi beaucoup autour de lui qui laissait planer est-ce qu'il s'en irait aux États-Unis ou est-ce qu'il jouerait dans le junior majeur. Puis, et du moment que ça a été officialisé, tu le vois, tu sais, c'est ce que je te disais tantôt, pour moi, la plus grande qualité qu'un athlète professionnel de la Ligue nationale a, c'est ce que j'appelle la constance, le métronome. C'est la capacité de répéter une performance où ce que le coach ne sait pas à soir qui va se présenter, quelle version de toi-même tu vas être. Tu sais, on envoie une couple de joueurs dans la Ligue nationale sur le banc du Canadien. Des fois, on dit « Colin, quel game qu'il va nous donner à soir? » Ben, tu sais, Bolduc n'a pas connu ça dans le junior. Il a tout le temps été d'une grande constance. Puis là, ben, regarde, il y a 4 games de jouer, 3 goals. Puis c'est sûr que s'il y a le malheur d'avoir 2 games sans scorer, là, ça va être de voir comment il va le recevoir, mais comment aussi nous, en tant que supporters du Canadien ou les fans, les médias, comment ça va finir par le faire graffiner, parce que ça va arriver, il ne scorera pas 80 goals en 82 games, là, tu sais. Fait que ça va être de voir comment que ça va être géré, mais l'athlète, la capacité qu'il a à shooter le puck, à trouver un trou, tu as vu Caulfield, comment il a trouvé un trou, ben Zach Bolduc peut trouver un trou aussi, là, tu sais. J'ai pas de doute sur son potentiel, mais après ça, qu'est-ce que, tu sais, les ingrédients, qu'est-ce que ça peut goûter? On l'imagine, mais après ça, comment tu cuisines ça? C'est les opportunités, c'est les obstacles, c'est les blessures, c'est les léthargies, le stress, la confiance, tout ça va dicter sa carrière, mais parti comme il est là, j'ai confiance en lui. Pascal, juste avant qu'on se quitte, là, écoute, on l'a dit en début d'émission, mais la saison approche à très grands pas. As-tu toujours une fébrilité qui arrive comme le premier jour de classe? Écoute, si je ne l'ai plus, il faudra que je fasse autre chose. Tu sais, en entrée d'émission, vous me demandiez, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour devenir DG, puis tout ça, puis on ne le planifie pas, on ne peut pas le garantir que ça va arriver. Fait que quand tu arrives puis que tu as encore ce privilège-là de préparer une prochaine saison, de présenter les joueuses, de présenter le staff, de présenter ce qui a été discuté, jasé, planifié, entraîné. Après ça, c'est comme journée d'examen. Là, ça va être examen par-dessus examen, par-dessus examen, puis on révise. C'est sûr que c'est l'entrée de classe. C'est excitant. C'est de voir comment cette chimie-là va s'installer. Fait que, tanné d'être dans le tunnel, parce que l'off-season, tu es dans un tunnel. Tu sais que la lumière s'en vient, mais que tu ne sais pas quand. Là, on sort du tunnel et on s'en va se montrer en évidence. Mesdames et messieurs, c'était Pascal Daoust, directeur général des Sirens de New York. Merci beaucoup d'avoir passé la dernière heure avec nous. Encore une fois, invité très, très, très spécial par rapport à ce qu'on a eu, tout en donnant crédit aux derniers invités qu'on a eus. Elle a un petit step de plus. Là. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous autres, les gars, puis bonne suite avec votre podcast. Grand plaisir. Merci, Pascal. Bonne saison. Salut, les gars. Salut.